Alors pourquoi faut-il lire L'institution de l'esclavage d'Alain Testard? Alors si on se pose des questions à propos de l'homme et de sa faculté à s'organiser en société, il y aura forcément un jour où l'on en viendra à questionner la répartition du pouvoir au sein des différentes sociétés humaines. Ce faisant, notre esprit trouvera des exemples de différents comportements à travers moult représentations, à travers des livres, des films, des peintures, ou tout ce qui sème des graines dans l'imaginaire que nous avons tous sur tout un tas de sujets. En parcourant ce catalogue de pratiques humaines, celles nous apparaissant comme moralement discutables, la question de la morale toujours, ou extrêmes pour nos âmes fragiles, sont celles générant le plus de fantasmes, et sont donc très souvent mises en scène de façon magnifiée, exacerbée ou binaire même. Le cas de l'esclavage, qui nous intéresse aujourd'hui, est un exemple frappant, car rien qu'en évoquant ce simple mot, c'est l'image d'un maître ventripotent, gras et repoussant qui nous vient à l'esprit, accompagné d'esclaves maigres et chétifs, qui auraient le dos rougi par de nombreux coups de fouet. Un monstre et plusieurs victimes. Alors tout de suite, le bien et le mal s'invitent à la table de la compréhension de ce phénomène, et beaucoup se positionneront, à raison sûrement, contre ces mauvaises pratiques jugées souvent comme barbares ou d'un autre temps. Alors le bien et le mal, c'est très bien, ça permet d'éviter bien des souffrances quand on agit, mais ça n'aide pas forcément à comprendre un sujet sur lequel on se questionne. Au contraire même, ces considérations nous poussent rapidement vers des conclusions expédiées, de peur d'entrer profondément dans les sujets qui nous bousculent le cœur. Qu'est-ce qu'il serait difficile pour nous d'imaginer qu'un autre puisse décider pour nous, que ce serait horrible de bousculer notre précieuse intégrité physique et mentale dans une société comme la nôtre, où la moindre forme de violence paraît très vite insurmontable. Mais calmons-nous, car ce livre d'Alain Testard, intitulé L'institution de l'esclavage, vise à nous aider à mettre de l'ordre dans tout ça, à travers un travail de définition étonnant de précision. Au fur et à mesure du livre, le lecteur est accompagné à travers ce que Testard tente d'expliquer, et tout est raconté de différentes manières pour qu'à la fin de l'ouvrage, le lecteur, indépendamment de son parcours intellectuel, dispose d'armes ou d'outils conceptuels pour appréhender la vaste question de ce que peut être l'esclavage. Toujours à travers une démarche didactique, dans le chapitre 4, intitulé « Ce que merci veut dire », l'auteur renseigne le lecteur, de manière amusante, sur l'origine de certains mots de la langue française, que tout le monde utilise au quotidien sans savoir de quoi ces mots sont chargés tant historiquement que symboliquement. Le mot « merci », que nous entendons chaque jour après un service rendu, est passé au crible par l'auteur. Testard nous rappelle alors les expressions dans lesquelles le mot « merci » est employé, comme par exemple, c'est des expressions d'autrefois, être à la merci de, être réduit à merci, être corvéable à merci, etc., etc. Employer le mot « merci » auparavant, c'était comme demander grâce ou demander pitié. On parlait alors de demander merci. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu ça, alors c'est un exemple anglo-saxon, dans le film Braveheart, un film de et avec Mel Gibson, qui raconte de manière romancée l'histoire de William Wallace, on voit Wallace qui refuse de prononcer, en anglais cette fois, le mot mercy, ou pitié, à son bourreau, et préfère endurer les pires tortures avant de mourir, plutôt que de prononcer les mots qui feraient de lui, et donc de sa cause, les esclaves de la couronne d'Angleterre. De simples mots, mais qu'il faut donc choisir avec soin, en fonction de qui on s'adresse. Toutes ces expressions que je vous ai évoquées, parmi d'autres, renvoient donc à des relations de soumission et de dépendance, qui sont bien éloignées des contextes dans lesquels nous employons le mot « merci » aujourd'hui. Cet éloignement, qui en devient presque drôle une fois qu'on le remarque, renvoie à une dimension quasi métaphorique, comme Testard nous l'évoque à la page 150. Je cite, vous l'avez au-dessus, « Ce qui hante le mot « merci » et les expressions linguistiques qui lui sont liées, c'est le fantasme de l'esclavage pour dette, ou la possibilité ou la crainte d'être réduit en esclavage pour un bien reçu. » Nous reviendrons très rapidement sur ce qu'est l'esclavage pour dette. Mais en attendant, attention toutefois à ne pas tout confondre. Ce n'est pas parce que certains mots sont employés qu'ils font la réalité. Testard ici parle bien de fantasme autour du mot « merci », et il n'est pas question de dire que faire preuve de politesse en société fait de nous des asservis ou des maîtres. Gageons simplement de garder à l'esprit, pour plus tard, que les mots que nous utilisons ont un sens, ainsi qu'une histoire, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'en connaître les détails pour les verbaliser. Car comme chacun le sait, parler, c'est communiquer, et communiquer, c'est transmettre des messages à autrui. Le mot « merci », au-delà des aspects que nous avons évoqués, est employé dans des contextes sociaux récurrents et permet, en une seconde une seule, de s'acquitter d'une dette que représenterait par exemple un service rendu, comme le fait de tenir la porte à quelqu'un qui arrive, ou de prêter son stylo à une personne l'ayant oublié.
on remarquera tout de même que ce mot est devenu banal et qu'il se retrouve aujourd'hui bien insuffisant quand il s'agit de solder ce que serait une vraie dette. Il serait alors absurde de simplement dire merci à quelqu'un qui nous sauverait la vie, par exemple. Merci suffit donc pour les petits services du quotidien, mais n'en reste pas moins indispensable. Car oublier de dire merci, peu importe dans quel contexte, ferait de nous instantanément le pire des goujats. Après avoir abordé ce petit point autour des mots, revenons-en au concret, à la question qui nous intéresse. Alors, pourquoi faudrait-il lire ce livre, et quels brouillards seront éclaircis une fois ce dernier parcouru ? Pour répondre à cette question, je vous propose, avec moi et surtout avec Testard, de nous poser d'autres questions. Une des premières questions que nous pouvons nous poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'esclave ? C'est quoi un esclave ? Est-ce un être humain dont la vie dépend de la volonté d'un autre être humain ? C'est une définition simple, dont on se satisfait souvent, mais qui n'est pas satisfaisante ou opérante d'un point de vue théorique. Pourquoi ? Parce que si l'on se fie à cette simple définition, chaque enfant pourrait alors être décrit comme l'esclave de ses parents. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Serait-ce alors le niveau de cruauté qui serait déterminant pour juger si un individu est bien l'esclave de son maître ? Bon, vous me voyez venir, évidemment non. Car même si un maître demeure bienveillant avec son esclave, et heureusement il existe aussi des maîtres bienveillants avec leurs esclaves, il n'en demeure pas moins des maîtres. En somme, ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut d'une personne qui fait de cette personne un esclave, mais bien le fait de pouvoir faire ce que l'on veut d'une personne. Ou, pour résumer, je peux tuer mon esclave, mais ce n'est pas parce que je peux le tuer que je vais forcément le faire. Mais d'où vient ce pouvoir ? Qu'est-ce qui donne le droit à certains hommes de posséder d'autres hommes ? Certains proposent des définitions philosophiques ou morales, mais Testard, bien que ne négligeant pas ces aspects, invite à porter notre attention loin des théories généralisantes pour nous inviter à questionner ce qu'il y a autour des apparents maîtres et des esclaves. Car ce qui est percutant quand on lit Alain Testard, c'est de constater qu'il semble faire preuve d'une très grande rigueur à travers la manière qu'il a de définir ce dont il parle. Il s'agit ici quasiment de mathématiques, au sens où les sujets qu'il aborde sont définis à travers une apparente volonté d'éviter toute confusion entre deux termes apparentés. Ici, il faut découper au scalpel les mots, l'étymologie de ces derniers, mais pas que. Il faut décrire également leurs usages et les situations dans lesquelles ils sont employés. En quelque sorte, il faut remettre le théorique dans des contextes vivants et réels pour capter les implications des différents acteurs vivant en société. Difficile alors de rester en surface et de parler simplement de maître et d'esclave sans décrire en quoi l'un est l'esclave et en quoi l'autre serait le maître. Et surtout à travers quel contexte nous pouvons observer ces relations de pouvoir. Car le contexte, pour Testard, est peut-être ce qu'il y a de plus important, pour comprendre ce que peut être l'esclavage et surtout ce qu'il n'est pas. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que n'est pas l'esclavage ? À travers son ouvrage, Testard nous met à disposition différents exemples ethnographiques ou historiques de cas pouvant, dans l'imaginaire commun, être apparentés à de l'esclavage, pour ensuite nous expliquer pourquoi ça n'en est pas toujours, même s'il est tentant d'y coller l'étiquette. Ainsi, Testard nous propose, par exemple au chapitre 3, de comprendre avec lui la nuance qu'il peut y avoir à travers un phénomène tel que la mise en gage d'une personne. La mise en gage d'une personne, qui est une pratique répandue en Afrique et en Asie du Sud-Est, plus largement, c'est quelque chose que l'on peut faire ou nous voir imposer lorsqu'on contracte une dette à un créancier. Alors, imaginons que je sois extrêmement pauvre, à la limite de la ruine, et que je ne puisse plus subvenir aux besoins de ma famille. Voilà. Bon, je ne vais pas rester comme ça à attendre la mort, et il faut agir pour survivre, et rapidement. L'une des solutions qui s'offre à moi est de m'endetter auprès d'un riche voisin qui, lui, pourrait assurer au mien de ne pas manquer, par exemple, de nourriture. Je vais donc aller voir ce riche et lui demander s'il est possible de lui emprunter une certaine somme d'argent, par exemple, ou autre, ou une forme de richesse, du moins. Pourquoi m'en donnerait-il, sans la certitude que je puisse un jour le rembourser ? On ne rigole pas, là. On parle de richesse, et il est difficile d'envisager prêter sans qu'aucune garantie de revoir un jour son argent n'existe. Vient alors l'utilité de la mise en gage d'une personne. Pour vous le dire ce que c'est, à celui qui prête l'argent, on met alors à son service un membre de sa famille, comme une sorte de caution, entre guillemets, que l'on ne pourrait récupérer qu'au moment où on se présenterait pour rendre à hauteur le montant de la dette contractée. Pendant le temps de l'endettement, le créancier peut donc alors disposer de cette personne, qui peut par exemple être mon fils même, si c'est moi qui ai contracté la dette, je peux mettre mon fils au service de mon créancier, et le créancier peut alors disposer de cette personne qui est désormais corvéable, le mot est lâché, à merci. Alors, toujours vu de l'extérieur, on peut, si l'on est par exemple de passage, quelques jours ou quelques mois, comme le serait un anthropologue d'aujourd'hui, dans un village X ou en Asie du Sud-Est, par exemple, constater, en toute bonne foi, qu'il y a de l'esclavage dans ce village.
Le chercheur de passage pourrait même constater que ce seraient les parents eux-mêmes qui donneraient leurs enfants en échange d'une somme d'argent. Ce qui serait le comble de l'horreur. En réalité, dans cet exemple précis, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Car si c'était ce qui se passe, celui qui emprunterait au créancier serait alors instantanément acquitté de sa dette. Il n'y aurait d'ailleurs même pas de dette du tout, puisqu'il s'agirait simplement d'un échange commercial. Mon fils contre une somme d'argent. On parle donc ici de la mise en gage, puisque le gagé n'a aucun pouvoir sur le remboursement du prêt et n'a d'ailleurs aucune autre valeur que celle d'une garantie. De fait, il peut travailler des jours, des semaines, des mois, des années, ou même toute sa vie, pour celui qui a prêté de l'argent, que cela ne diminuerait en aucun cas la valeur du prêt pour lequel il a été mis en gage. Mais si le gagé est à la merci du créancier, et que cela peut durer des années, voire une vie entière, est-il pour autant un esclave du créancier ? Pour répondre à cette question, il nous faut observer l'ensemble de l'organisation sociale des membres du village qui nous intéresse. D'où viennent les hommes et les femmes, dépendant d'autres hommes ? Sont-ils originaires du village ? Le sont-ils tous ? Quels mots sont utilisés lorsqu'on s'adresse à eux, lorsqu'on parle d'eux, etc. Testard, à travers la méthodologie qu'il propose, nous rappelle que les classifications indigènes, inscrites dans la langue, ne sont pas du tout à négliger. À la page 194, nous pouvons lire, je cite, « Parmi toutes ces classifications indigènes, une est généralement étudiée, celle qui est inscrite dans la langue. Elle est toujours significative, sinon fondamentale, puisqu'elle livre un point de vue de la société sur elle-même. Elle traduit des catégories qui ne sont pas les nôtres et oblige à chercher ses structures, ses modes de pensée ou ses principes propres, puisqu'enfin, l'on ne peut faire autrement que de les prendre comme point de départ méthodologique de l'étude. Évidemment, si l'on ne parle pas la langue locale, impossible de tenter répondre correctement à quoi que ce soit comme question, mais en partageant la vie intime de ceux dont le quotidien nous intéresse, il devient alors envisageable de discerner les gagés de ce que seraient de véritables esclaves, et ce, bien que d'un point de vue économique, ces deux catégories de personnes tiennent sensiblement la même fonction. Commençons par dessiner les contours d'une personne gagée. On ne peut gager une personne sans pouvoir s'en porter garant. Ainsi, pour gager une personne, il faut que je la connaisse, que je la côtoie. Et pour cela, cette personne ne peut venir que de mon cercle proche, de mon lignage par exemple. Mais elle ne peut pas être un prisonnier de guerre, dont il serait absurde de se porter garant, et donc de pouvoir la gager. Petite précision, ici, pour comprendre, il faut s'éloigner de la dichotomie entre hommes libres et esclaves telle que nous l'entendons chez nous. Il faut simplement comprendre qu'il existe plusieurs formes de dépendance et que dans un contexte holiste, la liberté ne s'apparente pas, comme chez nous, à décider seul pour soi. Ainsi, pour en revenir au gagé, bien que ce dernier, originaire du village, et l'esclave, prisonnier de guerre, font tous deux les 4 volontés du maître, l'un a encore une place parmi les siens, et ça change tout. Ça change tout car le gagé a encore un nom. Il est toujours le fils de son père, et ses liens avec les siens demeurent. De plus, comme il est gagé, il se peut contractuellement qu'un jour prochain, il retrouve sa liberté, contrairement à l'esclave qui gardera son statut d'esclave tout au long de sa vie. Alors évidemment, il existe de nombreux cas où des esclaves sont affranchis, mais cette possibilité ne fait pas partie d'un contrat, oral ou écrit, explicite ou implicite, et ne peut être que la résultante de la bonne volonté du maître qui souhaiterait rendre la liberté à son esclave. Ainsi, le gagé participe à l'organisation sociale du groupe de référence, et pour Testard, je le rappelle ici, c'est l'organisation sociale qui détermine le type de dépendance, le contexte donc. Le gagé peut donc se marier selon les coutumes en vigueur dans son groupe d'appartenance et avoir des enfants également intégrés au groupe. L'esclave, comme le définit Testard, et je vous en fais part ici, vous le voyez également au-dessus de moi, peut alors être décrit comme un exclu de ce qui compte dans l'organisation de la société. En l'occurrence, dans les sociétés traditionnelles, il est un exclu des relations de parenté. Contrairement au gagé, il ne peut prétendre au mariage, comme le feraient les autres villageois, car il se retrouve alors dépossédé de son potentiel à participer à son propre groupe de référence. En quelque sorte, dans ce contexte, l'esclave, contrairement au gagé, n'a plus aucun autre rôle que celui de servir son maître, plus aucune autre perspective. Il est donc dépendant, mais aussi et surtout un exclu. Alors Testard ne nie pas qu'il existe des cas où un maître déciderait de marier une esclave qui lui appartiendrait. C'est un cas qui peut arriver, mais il nous explique que ce n'est pas parce que ça existe que cette pratique fait système. Le maître fait bien ce qu'il veut avec ses esclaves, mais s'il souhaite en marier un, ou en général une, il n'aura de fait pas à payer une quelconque prestation matrimoniale à qui que ce soit, et le mariage, bien que ne pouvant constituer une sorte d'ascenseur social pour la mariée, n'est alors que l'expression de la volonté de son maître.
En tout cas, cette différenciation entre gagé et esclave aide, il me semble, à illustrer cette question de ce que peut être un esclave et de ce qu'il n'est pas. J'en profite ici pour vous joindre une autre constatation, également relatée dans l'article « Les prestations matrimoniales », publié en 2002 et coécrit par M. Testard, Mme l'écrivain et M. Govorov. Ce constat part également d'une observation que je peux résumer ainsi à travers une nouvelle question. Pourquoi, dans les endroits où l'on paye le prix de la fiancée, on pratique également, généralement, l'esclavage interne? Alors avant de répondre à cette question, il faut rappeler ce qu'est le prix de la fiancée et ce qu'est l'esclavage interne. Le prix de la fiancée, pour faire court, est une prestation matrimoniale en cours dans de nombreuses sociétés africaines, ou vivant, en tout cas, dans le sud-est asiatique. Africaine ou sud-est asiatique, pardon. Il s'agit d'un montant à fournir à la famille de la mariée pour pouvoir en épouser la fille. Ce montant est souvent corrélé et équivalent au prix du sang, qui est le montant que l'on doit payer après avoir ôté la vie du membre d'un groupe, si l'on souhaite éviter des représailles. Alors par prix, dans ces deux cas, il faut entendre compensation, car dans les deux cas, on compense la disparition d'un membre du groupe. L'absence d'une fille à marier pour ses parents, par exemple, ou l'absence d'un membre décédé. L'esclavage interne fait écho à l'histoire du gagé que j'ai évoqué précédemment. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Par interne, il faut comprendre interne au groupe social de référence. Le mot esclavage, qui constitue l'expression esclavage interne, est un abus de langage et représente en réalité les membres endettés d'un groupe qui sont au service d'un puissant. L'esclavage interne est à différencier de l'esclavage donc externe, qui est celui qui est le plus largement représenté dans toute forme de littérature ou de représentation visuelle. Ça peut être par exemple un esclave pris, un prisonnier de guerre par exemple. Mais alors, quel lien existe entre ces deux phénomènes apparemment corrélés? La réponse se trouve peut-être dans le fait que tout semble pouvoir, entre guillemets, s'acheter, ou se compenser, disons plutôt, dans ces sociétés, et il n'est pas rare, comme l'évoque Testard, qu'un homme puissant et riche dispose à la fois de nombreuses femmes, mais également de nombreux esclaves. Faudrait-il y voir un lien direct, consistant à dire que les femmes s'achètent comme on achète des esclaves, et que les femmes seraient alors des esclaves à épouser? Il n'y a qu'à comparer le quotidien de la femme d'un puissant au quotidien d'un esclave pour comprendre que non, ce n'est évidemment pas la même chose. Mais si tout cela est bien différent, quelque chose lie tout de même l'esclavage interne au prix de la fiancée. Et cette chose, c'est la dette. Nous dirons même le poids de la dette. Et dans cet exemple, ce n'est pas tant la femme qui apparaît comme corvéable à merci, mais bien son mari, lequel a troqué une partie de sa liberté pour conserver ce qui compte le plus dans bien des formes d'organisation sociale humaine, l'appartenance culturelle. Mais alors, si c'est la société qui définit le type d'esclavage, et non pas l'inverse, pouvons-nous dire qu'il existe des sociétés que l'on pourrait qualifier d'esclavagistes? D'ailleurs, ce serait quoi une société esclavagiste? Une société où l'on pratiquerait l'esclavage? En pensant trop vite, nous serions en mesure de répondre par l'affirmatif, et c'est un problème, en tout cas pour Testard. Un problème, mais qui peut s'expliquer facilement, du fait que l'esclavage n'est plus en vigueur, légalement du moins dans le monde occidental. Et comme l'esclavage n'existe plus chez nous, nous pourrions avoir tendance à essentialiser des sociétés autour de ce phénomène, ou d'un autre, puisque, et c'est bien humain, nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui est différent de chez nous quand on regarde autrui. Les esclaves, ne parcourant plus les rues de Strasbourg, nos voisins de Strasbourg, il serait donc tentant de focaliser notre attention sur les esclaves présents chez nos voisins, et de pourquoi pas qualifier ces sociétés d'esclavagistes. Encore une fois, Testard nous pousse à la nuance et nous incite à ne pas conclure trop rapidement, en précisant qu'une société dans laquelle l'esclavage serait pratiqué ne peut, uniquement par cette caractéristique, être qualifiée d'esclavagiste, en ce que l'esclavage n'est pas forcément un élément plus déterminant qu'un autre dans l'existence de cette société. Ou pour le dire autrement, cette société n'est pas plus esclavagiste que tout un tas d'autres choses qui la caractérisent tout autant. La religion en place, les différentes formes d'agriculture, les langues parlées sur ces territoires, etc. Testard nous invite donc à définir encore une fois ce qui nous intéresse et à ne pas tomber dans des conclusions trop faciles ou trop hâtives. Mais pour pousser la réflexion encore un petit peu plus loin, questionnons encore une fois nos propres préjugés. Dans quel type de société la condition d'esclave semble être la plus rude? Et dans quel contexte l'esclave semble-t-il le plus sujet aux caprices de son maître? Pour ma part, les premières représentations naïves que j'avais en pensant à cette question, c'était celles qu'on peut avoir tous en tête, des choses comme ça, on va dire, des
des Égyptiens qui construisent les pyramides. Voilà, on a des préjugés comme ça, et quand on pense l'esclave dans sa pire condition, le premier préjugé qui nous vient en tête, c'est celui-ci. Ça peut être celui-ci. Ou encore celle de la traite négrière, où d'immenses quantités d'hommes et de femmes pouvaient être jetés, et dans l'imaginaire, encore une fois, je précise, on a l'impression, quand on regarde ça, que tous les hommes peuvent être jetés et interchangés à volonté. Là encore, et ce sans minimiser les souffrances de qui que ce soit, Alain Testard vient titiller nos prénotions. Il nous explique que là où l'esclave semble avoir le moins de droits institutionnalisés, c'est précisément dans les sociétés non étatiques, où les actes d'un maître sur ses esclaves ne sont entravés par aucun encadrement légal, supérieur. Mais si rien ne vient contrôler les actes du maître, il peut donc disposer de ses esclaves exactement comme bon lui semble. Et c'est finalement dans la vie sauvage des petits groupes sans État que l'esclave apparaît comme le moins protégé, ou du moins le plus soumis, le plus dépendant. La forme la plus impressionnante de dévotion à un maître demeure sans doute, nous en avons parlé aujourd'hui, le cas de l'accompagnement dans la mort de son maître, les morts d'accompagnement. Phénomène très largement répandu dans les sociétés sans État où l'esclave, au moment du décès de son maître, est également mis à mort. Le but supposé de la démarche, eh bien, c'est le fait d'accompagner dans la mort, comme dans la vie, le maître qui ne peut se retrouver séparé de ses fidèles. Ainsi, dans un monde où un esclave ne peut survivre à son seigneur, on peut supposer qu'il fera tout pour le protéger du mieux qu'il puisse, pour que la vie de l'un et de l'autre soit longue. Et dans cette configuration, des liens se créent. Et il ne faut pas négliger l'importance de ces liens, que l'auteur appelle, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, la fidélité. Cette fidélité, nous dit-il, peut même aller jusqu'au sacrifice volontaire des esclaves qui souhaitent prolonger leur service, y compris dans la mort. Rappelons-le, un maître est quelqu'un qui peut tout aussi bien protéger ses esclaves que les détruire. Il a droit de vie ou de mort sur ses hommes. Ce que nous dit Testard, c'est que contrairement à ce que notre imaginaire nous renvoie comme cliché, c'est en fait dans les sociétés les plus despotiques, que la condition de l'esclave semble être la plus régulée. Ce phénomène fait écho à ce dont nous avons parlé tout à l'heure. L'esclave, à la différence du gagé, par exemple, est un exclu du groupe social de référence, et donc, de fait, ne peut être le sujet d'un despote, comme le serait un homme libre. Mais alors, si l'esclave ne peut être la propriété que d'un seul maître, qu'il n'a pas à répondre aux volontés du despote au-dessus de son propre maître, qu'est-ce que cela peut générer comme problématique ? Je ne vous fais pas un dessin. Le despote a tout intérêt à établir des stratégies pour contrôler, ou du moins avoir la mainmise, d'une manière ou d'une autre, sur cette quantité d'êtres humains présents sur son territoire qui, par le fait qu'ils soient exclus de la hiérarchie, ne peuvent être à son service. Il convient donc pour le roi ou l'empereur d'améliorer leurs conditions, ou plutôt de tenter de limiter l'emprise des maîtres sur leurs esclaves. En poussant la réflexion en ce sens, on se surprend à comprendre que le fait d'abolir l'esclavage n'est pas une décision uniquement basée sur des valeurs altruistes ou égalitaristes, car transformer des esclaves en hommes libres, c'est surtout faire de l'ensemble des hommes d'un territoire des sujets du chef au-dessus des chefs. Cette approche explicative nous permet également de comprendre le succès de l'influence des principales religions monothéistes, que nous connaissons tous, par exemple le christianisme ou la religion musulmane, car ces deux religions, dites du livre, ont en effet comme caractéristique d'interdire l'esclavage interne, ou l'esclavage co-religionnaire. Énorme intérêt, et double qui plus est. D'un côté, les esclaves deviennent des hommes libres. Super, on n'est plus des esclaves, on est des hommes libres. Et de l'autre, le grand chef s'assure que l'ensemble des hommes sur son territoire deviennent ses sujets, directs. Ce qui limite les conflits entre deux villages voisins d'une même religion. Par exemple. D'un point de vue économique, il devient également possible de taxer ceux qui hier étaient des esclaves insolvables. Et en captant plus de richesses, le despote limite également l'apparition de grands hommes qui pourraient constituer pour lui une potentielle menace, etc., etc. En somme, un despote, qu'il soit un petit roi ou un grand empereur, aurait tout intérêt de conseiller à l'ensemble des esclaves sur son territoire, et jamais comme par hasard, jamais sur le territoire du roi ennemi, voisin par exemple, que cela pourrait être une bonne idée de commencer à briser leur chaîne. Désormais, pour conclure, je souhaite vous faire part d'un ressenti tout à fait personnel en vous disant que lire ce livre et le découvrir pour la première fois, quand on est étudiant, eh bien, ça laisse une marque. Ça laisse une marque parce qu'un sujet qui sacralise autant les réactions des uns et des autres, comme pourrait le faire l'esclavage, et puis comme l'esclavage est traité ici, pour la première fois à ma connaissance, se voit décortiqué, illustré, défini et surtout nuancé. À aucun moment, Testard ne propose une formule toute prête à penser au lecteur, et toujours ce dernier est invité à penser par lui-même.
Alors évidemment, il est question pour l'auteur de proposer de nombreuses pistes, toujours pertinentes, mais qui n'enferment pas le sujet de l'esclavage à travers des réponses, qui viseraient à clore le sujet traité. Alain Testard ne confisque jamais l'objet de son livre et essaye toujours d'emmener le lecteur sur le chemin de son raisonnement. On comprend, en parcourant cet ouvrage, que pour comprendre ce qu'est l'esclavage, il semble indispensable de définir les points de vue desquels on l'analyse. Le point de vue du pêcheur et le point de vue du poisson, en somme. C'est quelque part, pour moi en tout cas, la marque des grands livres, en ce qu'ils nous invitent à décaler notre regard pour mieux voir et mieux comprendre ce qui nous intéresse. Merci. Merci.